On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, la pluie revient après une saison sèche particulièrement rude, marquée par des températures historiques au-dessus de la moyenne et en constante progression. Des précipitations supérieures ont également été enregistrées par Météo France depuis le début de ce mois de décembre. On fait le point dans quelques instants. Quand la langue créole pose problème dans l'administration, dans le milieu pénitentiaire notamment, son utilisation serait source de malentendus selon la contrôleuse générale des prisons. Une plainte a été déposée pour discrimination et incitation à la haine. Et puis à l'approche des fêtes, l'abattoir régional de Guyane tourne à plein régime, une étape incontournable pour les éleveurs professionnels et particuliers pour des questions sanitaires. En Guyane, toutefois, un tiers des abattages seraient clandestins. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les salariés de la Banque LCL maintiennent leur mouvement de grève depuis lundi. Les 4 agences de Guyane sont fermées. Des employés en colère qui protestent contre la suppression d'une prime et le non-respect du code du travail. Aujourd'hui, un climat de pression de la direction est pointé du doigt. On écoute le représentant syndical CFTC au micro de Caroline Alcide. C'est vrai qu'il y a les conditions de travail, mais surtout la pression de la direction. Nous connaissons chez nous, sur 43 salariés, aujourd'hui nous avons 4 collègues qui sont burn-out, ce sont des cas avérés de burn-out. Nous avons 3 collègues qui sont dans les tuyaux, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont pris des arrêts et qui certainement iront à la médecine du travail, et je suis sûr que c'est ça. Donc, sur 43 personnes, nous avons 7 collègues qui sont en dépression. Il n'est pas question pour nous de pénaliser notre clientèle. Et c'est pour ça qu'on a parlé de grève éclair. Mais apparemment, la direction ne bouge pas. Donc, on verra. On verra ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, on est dehors. Et on attend que la direction nous interpelle en tous les cas, nous adresse un courrier pour de réelles négociations. Nous avons reçu au mois de janvier un mail venant d'un agent LCL de l'Hexagone. C'est un mail raciste et je peux montrer ce mail. C'est un mail où vous voyez un véhicule avec des macaques et puis vous avez un autre véhicule avec des blacks, avec des noirs. Eh bien, cette personne fait la comparaison entre ces 2 images. Et que dit-il, ce monsieur? Il dit qu'il ne voit pas de différence entre ces 2 images. D'accord? Et après, il dit même qu'il n'y a pas d'erreur. C'est la même famille. Dans le conflit, après l'élection d'une nouvelle présidente à la tête de la Fédération des conseils de parents d'élèves en Guyane, le Bureau national indique qu'il ne reconnaît pas le scrutin et soutient l'ancien président. Christian Portos refuse d'abdiquer et souligne l'illégitimité du nouveau bureau. On l'écoute tout de suite au micro de Caroline Alcide. Ce n'est pas moi qui ne reconnais pas, c'est bien le siège national qui a adressé un courrier disant que la procédure n'a pas du tout été respectée. Et moi-même, en tant que président du conseil départemental, je ne peux pas reconnaître cela, puisqu'effectivement, quand on lit les statuts, rien n'a été fait selon les procédures bien définies dans les statuts. Comment pouvez-vous admettre un nouveau bureau avec des personnes qui ne sont pas connues de nos fichiers, tant du fichier national, mais aussi du fichier du conseil départemental. Que l'on ne veuille pas de M. Portos, que l'on cherche à évincer M. Portos, je comprends, mais les autres administrateurs, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, qu'ont-ils fait? Pourquoi cela a été fait sans eux? La fédération a besoin d'autre chose, a besoin de retrouver la sérénité. En tout cas, pour ma part, je fais confiance à la justice. Notre avocat saisit
par le siège national et par le CDPE a lancé toute une procédure. J'attends les réponses de cette procédure. Attendez, je suis fort étonné. La fédération ne fonctionnait pas depuis des années. Et comment ces personnes ont fait pour adhérer à la fédération? Je rappelle que ces personnes ont été quand même élues. Je parle des 6 administrateurs, voire des 9 personnes ayant signé en octobre 2015. Donc, comment comment ils se sont retrouvés là? Ça prouve que la fédération fonctionne. Je rappelle qu'il y a eu quand même ce mouvement, cette mobilisation des parents à Sinnamary. On m'a vu. Il y a eu aussi cette mobilisation des parents de Grand Senti. On m'a vu. 2016 sera peut-être l'année de tous les records, vous l'aurez bien compris. La saison des pluies a démarré chez nous et des précipitations supérieures à la moyenne ont été enregistrées par Météo France depuis le début de ce mois de décembre. Une nouvelle pour le moins rafraîchissante après une saison sèche marquée par des températures bien au-dessus de la moyenne. Précision avec Jean-Marc Dabreux. Les nuages gris et la pluie sont de retour. Et ce n'est pas Météo France qui va le contredire. Au contraire, selon les relevés pluviométriques, la saison des pluies a bien commencé en Guyane. Une nouvelle rafraîchissante après une saison sèche extrêmement sévère. Effectivement, on a eu une période sèche particulièrement marquée cette année, depuis mi-septembre jusqu'à fin novembre, qui constitue pour certaines régions un record de faible quantité de pluie sur ces 2 mois et demi. Et donc, climatologiquement, c'est normal que la petite saison des pluies lui succède. Donc là, on est mi-décembre et il est normal qu'on ait des pluies à cette époque-ci. Disons qu'on se situe à peu près dans les quantités de pluie normales, un petit peu au-dessus de la normale. L'année 2016 est déjà dans les annales comme étant la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire guyanais depuis 1955. Jusqu'à 39 degrés Celsius enregistrés à Saint-Laurent-du-Maroni et un taux d'humidité qui chute à 50% par moment. Résultat, les pompiers de Guyane ont été souvent sur le front pour éteindre les feux de broussailles, particulièrement spectaculaires cette année. Le retour de la pluie signifie donc aussi un peu de répit pour les soldats du feu. On revient tout de suite justement sur ce bilan de la saison sèche 2016 avec notre invité, le commandant et chef des opérations du SDIS Guyane. Bonsoir Monsieur Lama. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la saison sèche, on l'a vu, a donc été particulièrement marquée par les températures, on va dire historiques. Le mois d'octobre et donc novembre étaient trop chauds. 37 degrés au maximum ont été enregistrés, une première pour les services de police. Tout à fait, effectivement, chaque année on voit que les températures augmentent pendant ces périodes, donc effectivement le nombre de feux augmente aussi. Alors justement, c'est une progression qui a été observée dans le temps. On part à peu près de 2006 où les choses ont commencé à s'aggraver entre guillemets et puis les choses se sont accélérées à partir de 2012. Comment est-ce que les pompiers ont vécu ce moment? Tout à fait, donc on a dû s'adapter à cette nouvelle donne qui avant, il y a quelques années, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, il y avait très peu de feux de savane. Donc il a fallu que le SDIS s'adapte à ce phénomène qui n'était pas un épiphénomène. Donc on a dû, en termes de matériel, en termes de formation, en termes de moyens humains, de pallier à tout ça. Donc plus de feux, donc la température plus élevée, donc de 2006 à 2016, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant selon les services des pompiers. Le nombre d'interventions naturellement augmente. L'année dernière, on en comptait 1300. Effectivement, l'année dernière, nous avions exactement 1366 interventions pour feux de savane. Nous sommes passés à 1464. Alors, il y a des chiffres quand même qui sont assez éloquents. En juillet, 32 interventions. Donc à la fin de la saison des pluies, 32. Ensuite, du 1er août au 31 août, nous passons à 141 interventions. Vous voyez, de 32 à 141. Ensuite, en septembre, nous passons à 203. Et puis avec le pic qui arrive au mois d'octobre, comme vous l'avez dit, je vois que vous êtes très au courant, très au fait, 456 feux. Et à partir de novembre, on commence à décliner. Donc on suit cette température, comme vous l'avez dit précédemment dans les sujets. Effectivement, la saison des pluies arrivant, nous diminuons. Alors on a un phénomène plus ou moins naturel là-dedans, mais quand même il y a une partie aussi des départs de feu qui ont été plus ou moins volontaires. Vous avez des exemples de personnes qui les ont déclarés peut-être sans vraiment y prêter attention? Donc
voilà, on a un phénomène à l'époque, il y a 20 ans en arrière, il y avait ce qu'on appelle les abattis, les brûlis. Donc effectivement, ça se faisait pendant cette période pour préparer la saison des pluies, pour que les plantes poussent. Visiblement, ça n'a pas disparu. Alors, ça n'a pas disparu, malgré l'arrêté préfectoral et les arrêtés communaux qui ont été pris à cet effet, puisque effectivement, c'est un véritable danger. Je vous rappelle qu'on a failli perdre l'église de Corosoni, aussi bien l'école, l'ancienne école, qui a commencé à brûler, quoi. D'accord. Donc là, on compte à peu près 30% donc, de ces départs de feu qui ont été volontaires, des personnes qui, par mégarde, ont déclaré des feux. Tout à fait. Ils ont commencé en pensant qu'ils allaient contrôler le feu avec un tuyau d'arrosage et ils se sont rendus compte avec la chaleur et l'oxygène dans l'air, donc les feux, c'était incontrôlable. Ils se sont retrouvés pris au piège et effectivement, heureusement que nous sommes déjà prêts, on a pu intervenir assez rapidement, surtout dans les zones de Makoria et Kourou. On parle des arrêtés préfectoraux, mais est-ce que les pompiers font des actions de sensibilisation auprès de la population pour rappeler les règles à respecter? Tout à fait. Les maires de chaque commune, notamment sur Makoria, toutes ces communes, Monsiniri, Toné-Grande, Kourou, les maires et les sapeurs-pompiers, nous faisons une action, mais les gens sont ancrés dans leur habitude. Vous savez, c'est toujours difficile de changer. Ils disent même, nous, on prépare nos plantations, donc quand on arrive, on va essayer de contrôler le feu. Mais c'est pas vrai, on ne contrôle plus rien, c'est terminé. On a eu quand même des choses qui ont failli arriver, des maisons qui ont failli partir sur des terrains agricoles, quoi. Alors quels sont les moyens de surveillance déployés en Guyane pour surveiller justement ces départs de feu? Alors pour l'instant, nous n'avons pas de moyens comme en métropole, comme les feux de forêt avec ce qu'on appelle des vigies, des gens qui sont postés à moins de fumée en part. Donc j'espère qu'on va... Des drones aussi également. Comment? Certaines régions utilisent des drones pour surveiller. Oui, voilà, tout à fait. Alors là, nous sommes à la pointe, puisque effectivement le SDIS Guyane, nous allons embaucher un expert en drone, puisqu'on l'a déjà testé sur le Mont Baduel pour les éboulements. Donc là, on va essayer de le faire aussi pour les feux de forêt avec cet expert qui manie très bien les drones. L'idée, c'est de cartographier les zones les plus dangereuses en Guyane? Nous les avons déjà fait, puisque le SDIS possède une cartographie bien précise, mais maintenant c'est de surveiller les départs pour qu'on puisse intervenir le plus tôt possible, dès qu'on sait qu'il y a des habitations, qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Au niveau des bornes incendie, elles sont réputées en Guyane de ne pas être très fonctionnelles, on va dire. Qu'est-ce qui va changer maintenant? On sait qu'en 2017, à partir du mois de mars, les règles d'utilisation vont être modifiées. Tout à fait. Au niveau national, un décret est paru pour mettre en place ce qu'on appelle un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. Donc c'est les poteaux d'incendie, les bornes, tout ce qu'il y a, piscine, etc. Donc effectivement, ce règlement départemental va confier la charge qui est déjà aux maires de veiller à la gestion de leurs poteaux d'incendie et de leurs bornes d'incendie, ainsi que par exemple des lacs, des rivières, etc., mais de mettre ça en place. Parce que finalement, le problème, c'était l'entretien de ces bornes d'incendie. Voilà, et c'était pour cette raison peut-être qu'elles n'étaient pas effectives au moment où on en avait besoin. Donc en ce moment, ça s'améliore, puisque nous, chaque année, le SDIS, nous envoyons à la signature du directeur ou de moi-même des fois, nous envoyons un courrier à tous les maires pour leur signaler les poteaux et les bornes défectueux. Et on leur demande d'entretenir et nous repassons contrôler. Donc maintenant, j'allais dire, ça s'améliore. On a de moins en moins, et quand les sapeurs-pompiers partent, ils ont une cartographie des poteaux et des bornes qui ne fonctionnent pas. Donc ils savent tout de suite, avec le couplage de la SGDE et des mairies, donc on arrive à trouver des bornes à moins de 150 mètres lorsqu'il y a une borne déjà défaillante. Alors on parlait de la sécheresse, parlons maintenant de la pluie, avec le retour de la pluie, et puis peut-être des inondations. Donc en cette période, est-ce que le nombre d'interventions a lui aussi peut-être, au fil des années, depuis 2006, peut-être augmenté? Non, on dirait c'est le contraire. Ça a diminué parce qu'effectivement, le curage des canaux, le curage de la crique fouillée, par exemple, qui nous donnait des problèmes. Maintenant, les collectivités et l'ADEAL, ils ont pris ça à bras le corps et on a de moins en moins d'inondations. Notamment, on surveille l'écluse aussi de la ville de Cayenne et dès qu'il y a un problème de trop d'eau, elle est ouverte de façon à ce que l'eau soit évacuée. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'inondations. Comme auparavant, c'était dramatique, quoi. Avant, Justement, on pense à certains quartiers, vous en parliez, alors il y a à Cayenne et puis Maya à Matoury. Quasiment chaque année, il faut y retourner pour constater des dégâts. Est-ce que là-dessus, les pompiers font des choses nouvelles?
Bon, voilà, donc avec la mairie qui fait une intervention auprès de ces cités, donc il y a quand même des inondations, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, mais moins aussi violentes qu'auparavant, contrairement aux feux qui augmentent et qui vont continuer à augmenter. Merci beaucoup, commandant Jean-Albert Lama, d'avoir répondu à nos questions. Direction la Martinique à présent, où là aussi les fortes pluies s'abattent sur l'île depuis plusieurs semaines et elles ont causé d'importants dégâts sur les cultures, notamment dans les parcelles de pois d'Angole. Des précipitations suffisamment importantes pour provoquer une pénurie de ces légumes pays observés sur les étals des marchés. Le point avec Louis Sabas. Bonjour, Jérôme. Je cherche des pois d'Angole. Point de pois d'Angole local. La denrée se raréfie cette année. Au grand marché de Fort-de-France, le consommateur à la recherche du légume nécessaire à la confection du repas de Noël traditionnel repart souvent bredouille. Je cherche des pois d'Angole pour faire mon ragoût du 24, un ragoût de Noël. Oui, je n'en ai pas trouvé. Dommage, je n'en ai pas trouvé. Mais je vais chercher ailleurs pour voir si j'en trouve. Et comme toute chose rare, elle prend de la valeur. Les prix augmentent sensiblement du producteur au vendeur. Les prix grimpent énormément, hein. Alors tu vas payer ça cher. Et les gens crient, c'est pas leur faute, parce qu'il n'y a pas, ils ont besoin. Les gens vendent en bouteille, ils vendent ça à 20 €, mais je pense qu'ils vont vendre ça au moins 25 €. Hein. En cause, le mauvais temps qui sévit sur la Martinique. De nombreux produits maraîchers en pâtissent. C'est le cas des légumes pays qui, eux aussi, connaissent une baisse de la production. L'igname sassa, l'igname de Noël. Donc c'est très difficile à les prendre en terre. Il y a tellement de pluie ces jours-ci, donc les producteurs n'arrivent pas à aller creuser la terre. La pluie contrarie. Mais pour l'heure, la production locale de racines répond toujours à la demande de produits frais, contrairement au pois d'Angole. Pour en trouver, il faut regarder du côté des bacs réfrigérés. Certains Martiniquais préfèrent d'ailleurs le légume congelé. Le centre commercial, c'est beaucoup moins cher parce que c'est congelé, il y a le prix d'achat, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. La denrée a voyagé depuis le Pérou. Dans cet hypermarché, on prévoit des stocks importants de pois d'Angole depuis des mois. Surtout sur cette semaine, on est la semaine de Noël, donc les gens anticipent leurs besoins et nous on réassortit 2 à 3 fois par jour facilement, 200 à 300 kilos par jour. Sur le marché, les vendeurs espèrent recevoir rapidement des pois d'Angole, à condition que le mauvais temps ne perdure pas. On poursuit avec cette problématique qui gagne en ampleur dans les services de l'administration publique en métropole. L'usage du créole par les agents issus des Outre-mer serait à l'origine de gênes entre collègues, notamment dans le milieu pénitentiaire, à tel point que certains ont même tenté de l'interdire. Une plainte a été déposée par le syndicat FO de la prison de Fresnes pour discrimination et incitation à la haine. Éric Dupuis. Comme tous les centres hospitaliers de région parisienne, l'hôpital Necker emploie son lot d'ultramarins dans les différents services. Victoire travaille depuis 30 ans en néphrologie. Avec ses collègues guadeloupéens, elle parle régulièrement le créole. De temps en temps, oui, mais c'est mal vu quand même dans le service parce qu'on essaye, quand on est éloigné ou tout comme ça. Cette mornalienne est consciente que l'emploi du créole peut parfois froisser ses collègues non créolophones. Comme elles ne comprennent pas, alors elles pensent qu'on parle de mal d'elles et tout ça, mais non, c'est pas vrai. Mais après, quand on essaie d'expliquer de mot à mot qu'est-ce que ça veut dire, bon, elles comprennent et puis bon, ça passe. Dans une autre administration, la situation est plus délicate. Éric et Thierry travaillent à la Poste et le mois dernier, ils ont dénoncé ensemble une charte publiée par la direction de leur centre. Une charte qui, entre autres, disait clairement interdiction du dialecte et des langues étrangères. Et on a compris que c'était l'arabe et le créole qui étaient en cause. En 15 ans de carrière à la Poste, c'est la première fois qu'Éric a vu sa direction prendre acte sur le créole en service. Ça m'a fait réagir parce que pour moi c'est important cette langue, même si je ne la parle pas au quotidien, je ne la parle pas tout le temps au quotidien, mais il n'empêche que ça a été important. Du coup, la charte, elle n'est pas sortie. Pour les associations de défense des droits des ultramarins, cette problématique n'a pas lieu d'être. Le français, c'est notre langue, la langue officielle, mais notre langue première, ça reste quand même le créole. On ne peut pas nous interdire de parler créole, mais le mieux vivre ensemble commande à ce qu'on parle une langue commune pour que tout le monde puisse comprendre qui est le français. Ce n'est pourtant pas l'avis de la rapporteuse générale des prisons qui épingle l'emploi du créole par les agents pénitentiaires. Un syndicat a saisi la justice et le défenseur des droits pour régler cette question.
Retour chez nous à 3 jours du réveillon de Noël. Vous êtes nombreux à vous bousculer dans les rayons des supermarchés. Une période de rush que connaît aussi l'abattoir régional de Guyane. Une étape obligatoire pour les éleveurs professionnels et particuliers, mais la règle n'est pas toujours respectée. En effet, en Guyane, un tiers des abattages serait encore clandestin. Jean-Marc Dabreu. Il est à peine 5 heures du matin. Les premiers éleveurs arrivent à l'abattoir régional. Un lieu incontournable pour l'abattage des animaux destinés au marché de l'alimentation. En cette période de Noël, la demande de porc local explose. Du même coup, l'abattoir voit son activité doubler. Éleveurs professionnels et particuliers, ils déposent leurs bêtes dans ces box et parfois l'attente peut être longue. L'abattoir régional est surchargé bien sûr en ces périodes de fête de fin d'année, tout le monde le comprend. À notre niveau ça coince un peu ce matin, mais globalement la totalité des porcs qui vont être livrés aujourd'hui à l'abattoir par nous-mêmes ou par les autres éleveurs vont être abattus dans la journée. Des travaux d'agrandissement sont prévus d'ici la fin de l'année prochaine. L'abattoir pourra ainsi faire face aux périodes de rush. Il y a 3 box qui seront construits. C'est un projet. Donc pour l'exercice 2017, j'espère que ce sera mis en place. Et ça permettra de régler le flux des arrivées des bêtes. Et ça va aider le bouvier notamment, qui fait l'accueil des bêtes. Le passage par un abattoir est obligatoire pour toutes les viandes porcines et bovines destinées à la vente. Mais selon les éleveurs eux-mêmes, il existerait un tiers d'abattage illégal en Guyane. Des nombreuses bêtes qui échapperaient ainsi au contrôle de la mise à mort et au suivi sanitaire assuré par la direction de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation. Le service de l'État effectue également des contrôles pour détecter les abattages illégaux. Typiquement, ces contrôles-là ne sont pas faits dans le circuit de l'abattage illégal puisqu'on ne peut pas le maîtriser. Après, on parle d'un chiffre, vous parlez d'un chiffre de 30%. En fait, typiquement, sur les circuits officieux, on a beaucoup de mal à avoir des chiffres par nature. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui combien de viande pourrait passer par un circuit illégal. Ce qu'on sait, c'est que ça existe, qu'il y a des ventes. Après, on n'arrive pas à savoir si c'est des circuits organisés à grande échelle ou si c'est des petits circuits. Ça, c'est des chiffres qu'on ne peut pas avoir. Et ce chiffre de 30% est une estimation. Pour éviter l'intoxication et les viandes avariées, il vaut mieux s'approvisionner chez un boucher traditionnel et ainsi éviter les marchés parallèles. Monsieur, je fais des petites images. Intéressons-nous à présent aux boissons prisées pour Noël et sur la liste figurent le punch coco, le shrub et autres liqueurs pays. Pour faire un état des lieux, Michelet François et Loïc Régis ont donné de leur personne en Martinique. Regardez. Je voudrais un shrub. Le marché, un lieu idéal pour les Martiniquais à la recherche de saveurs. Sur les étals, environ 60 variétés de boissons locales. Punch coco, shrub et autres liqueurs sont les plus vendus pour les fêtes de Noël. J'aime bien, voilà, ça change un peu de ce qu'on trouve dans les autres magasins, style champagne, etc. Donc moi, je respecte les traditions et puis c'est retour aux sources, quoi. En principe, à Noël, c'est ce que nous, les Antillais martiniquais, nous aimons chez nous. Parce que ça, c'est l'héritage de nos grands-parents. Les commerçants se frottent les mains, l'activité est importante en ce mois de décembre. Le goût de la tradition attire la clientèle. Ce qui fonctionne le plus, c'est le coco, c'est l'alexandra, le coco menthe pour certaines personnes, mais il y a le punch groseille, et il y a le shrub aussi, qu'on demande beaucoup. Cette année, il y a une nouveauté que j'ai mixée, c'est la liqueur d'Atumo, avec pas mal de plantes médicinales. Et les gens raffolent, j'en vends pas mal en ce moment. Et c'est une liqueur, avec tout ce qu'on va manger pendant les fêtes, ça va vous... Dans cette grande surface, si le champagne est en tête de gondole, il n'est pas le plus demandé à l'approche du 25 décembre. Ça va prendre deux. D'accord. Le punch au coco, le shrub, et puis le pistache aussi, enfin tout ce qu'il y a de bon. De traditionnel. Oui, de traditionnel. Du punch au coco, du champagne, quoi encore, liqueur de cacahuète, et c'est tout, parce que les autres ça me dit rien. Plutôt liqueur, et puis bon, ça dépend un peu de champagne, mais pas trop.
Noël, oui. Boisson typique, oui. Martiniquais, quoi. Ici, pas de boissons artisanales, les liqueurs et punchs sont fabriqués par de grands groupes industriels locaux. Les tarifs sont attractifs. Il y a la période de Noël où c'est beaucoup plus traditionnel, c'est le punch coco, tout ce qui est élaboré par soi-même, je dirais, mais l'évolution, elle est surtout, je dirais, sur les punchs locaux. On peut partir d'une moyenne de 10 € et allant montant si on évolue sur des rhums très vieux, par exemple, et également le champagne haut de gamme. La tradition a encore de beaux jours à vivre. Autour des pâtés et boudins, les boissons locales ont encore leur place sur les tables martiniquaises. À consommer bien sûr avec modération. Elle est très appréciée des Guyanais. Après 30 ans de carrière, de nombreux tubes et de célèbres duos, Tania Saint-Val revient plus resplendissante que jamais avec un nouvel album, Voyage. La diva du zouk est d'ailleurs attendue sur scène ce soir en Guadeloupe. Mais avant cela, Isabelle Hameau l'a rencontrée pour nous. Tania Saint-Val a une nouvelle fois envie de faire voyager son public à travers son nouvel album intitulé Voyage. Voyage sous le soleil et sur la lune, rythmé par une musicalité éclectique. Une face soleil où je garde mon identité à faire du zouk, et une face lune où je travaille avec des musiciens talentueux, mais une couleur musicale qui peut rassembler, qui devrait rassembler tout un tas de musiques bien différentes et voilà, qui inspire l'univers caribéen. Au-delà de cette création, et comme à son habitude, la chanteuse véhiculera des messages forts au travers différents thèmes. Par exemple, sur l'album Lune, on a mis l'accent sur les textes, avec des textes bien sûr des chansons d'amour, des chansons de séparation, de couple par exemple. Il y a aussi des chansons qui vont traiter sur l'écologie, d'autres sur les migrants. J'ai pensé au thème caribéen avec Haïti, on se rappelle des Boat People, et puis d'autres choses encore. Donc voilà, c'est vraiment un album qui devrait rassembler. J'ai un invité sur cet album qui s'appelle Franck Nicolas, donc je suis en feat avec lui sur ce projet d'album. Et puis des musiciens et Jonathan Jurion, bien sûr, qui a réalisé et arrangé l'album. Voilà un avant-goût avant le concert événement de demain à Jarry, où Tania Saint-Val partagera la scène avec Victor O, Lycina Jean et Jean-Michel Rotin. Pour finir, mission accomplie pour le 11e et dernier lancement d'Ariane Espace ce soir. À 17h30, le vol VA234 a quitté la base de Kourou pour placer 2 satellites de communication en orbite, Star One D1 et JCSat 15 pour le compte du Brésil et du Japon. Un spectacle de très courte durée, cela dit, les nuages masquant l'envol du lanceur européen pour nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec le retour de la pluie après une saison sèche particulièrement rude, marquée par des températures historiques et en constante progression. Des précipitations supérieures à la moyenne ont été enregistrées par Météo France depuis le début de ce mois de décembre. Quand la langue créole pose problème dans l'administration, dans le milieu pénitentiaire notamment, son utilisation serait source de malentendus selon la contrôleuse générale des prisons. Une plainte a été déposée pour discrimination et incitation à la haine. Enfin, à l'approche des fêtes, l'abattoir régional de Guyane tourne à plein régime, une étape incontournable pour les éleveurs professionnels et particuliers. Question de sécurité sanitaire. En Guyane, toutefois, un tiers des abattages resterait clandestin. Merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, dans un instant le 20h de TF1, puis vos programmes qui se poursuivent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même.
sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.